Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Ibrahim Konaté, un grand champion de boxe française, champion du monde plusieurs fois, mais également il a réussi la prouesse de devenir champion du monde dans d'autres disciplines, notamment en Viet Vo Dao. Il a fait de la compétition en kickboxing, en Muay Thai, il a eu des résultats à chaque fois. Donc on a abordé déjà cette première particularité, c'est comment réussir à passer d'une discipline à l'autre et à atteindre le plus haut niveau à chaque fois. Et puis on aborde aussi pas mal de choses donc sur son entraînement en altitude, voilà, plein de choses, comment il travaille son explosivité et tout. Et puis à un moment aussi il va nous parler du seul chaos, je crois, de sa carrière qu'il a vécu. Il nous le décrit vraiment de manière hyper vivante, on a l'impression de le vivre avec lui. Et voilà, c'est quelqu'un de très posé, très calme, et puis qui par moments s'enflamme sur certains sujets, qui vit avec passion. Je le connaissais pas et je l'ai découvert, et c'est quelqu'un que je trouve vraiment super, et je suis sûr que tu vas adorer aussi ce podcast. Je te laisse le découvrir. C'est parti. And now, this is the moment you have been waiting for. Allez, on est parti. Ibrahim, bienvenue. Merci, salut Greg. Alors on va, on va parler un peu de tout, ton parcours, ta vision de l'entraînement, tout ça. Comment t'as commencé, toi, comment t'en es venu aux arts martiaux? Pourquoi tu t'y es mis Alors moi j'ai commencé en 96. Ouais. En fait, un été, j'étais pas parti en vacances et il y avait une petite opération de boxe qui s'est montée dans ma ville. Ouais. Donc j'y ai été pour découvrir parce que j'aimais bien un peu la boxe. À la base je faisais un peu de basket, j'étais un peu dans les sports collectifs. Ouais. Et là, cet été-là, je me suis dit, allez, tiens, on va essayer la boxe, ça va être marrant. Donc juillet-août, je me suis perdu dans une salle avec des potes, on boxait. Et c'était cool parce que mon prof de l'époque nous apprenait ça de façon ludique. Donc c'était un jeu. Donc, en boxe anglaise, c'était en boxe française. Boxe française, ok. On faisait la française, kickboxing en fait. D'accord. Les deux. Et du coup, tiens, allez toucher sans vous faire toucher. Ah tiens, c'est trop marrant. Tiens, regarde, je t'ai touché, j'ai un point. Et en fait, on s'est pris au jeu. Et donc fin août, les vacances terminent. Et le prof nous dit, revenez, ça continue, vous inquiétez pas. En fait, il avait créé un club dans la foulée. D'accord. Donc du coup, je suis resté parce que j'adorais ça, quoi. Et t'avais quel âge à ce moment-là, donc? J'avais 12-13 ans. 12-13 ans, ok. Ouais. Et en fait, j'ai même pas vu les années défiler. Ouais. Ouais, on a commencé à faire des championnats. Premier championnat de France, c'était en kickboxing. Donc t'as fait en parallèle, en fait, savate et kick. Savate et kick, ouais. Pas évident, ça, du coup, parce que les automatismes sont quand même si t'as le travail des liaisons, tout ça, la savate, c'est hyper fluide, donc c'est intéressant pour le kick, mais t'as les zones de frappe, la façon d'armer, pas frapper avec le tibia, tout ça, en kick, c'est différent, quoi. En fait, le problème, moi, je l'ai pris dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça a été super simple pour moi parce que on s'entraînait en boxe française, donc on avait cette notion de distance. Et quand on est arrivé en kick, tu sais, quand tu mets des coups de tibia, toi, t'es là toujours, c'est interdit. Mais en fait, là, on ne dit rien. Ouais. Donc, du coup, t'as l'impression de dire, waouh, ça, il lâchait les chevaux. Ouais. Et franchement, c'était... moi, j'ai trouvé... Pour moi, ça a été super... La transition, c'est super bien faite, en fait. D'accord. Donc, du coup, ouais. Et du coup, les années sont passées, 4-5 ans. Et là, je vois 4 fois champion de France déjà, alors que c'était un truc que j'avais fait à la base pour... Toi, t'étais toujours en train de t'amuser, quoi. Ah ouais, moi, j'ai même pas calculé, quoi. J'étais vraiment... Et là, à un moment donné, t'as des potes qui t'arrêtent dans la rue, ils me disent, Brahim, on m'a dit t'es fort, on m'a dit t'as fait ci, t'as fait ça. Et tu dis, ah bon? Et en fait, après, tu fais une rétrospective, tu dis, mais en fait, putain, j'ai déjà 4 titres de champion de France, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, peut-être que je suis un sportif de haut niveau, peut-être que ça y est, là. Et puis après, je me suis pris au jeu et c'est devenu, voilà, la boxe, c'est greffé dans mon ADN, en fait. D'accord. Et j'arrivais plus à m'en détacher. Je sortais de l'école, avant même de faire mes devoirs, j'allais au sport. Ouais. Et après, le soir, à 21h, je prenais une douche et je faisais mes devoirs jusqu'à 23h.
23h minuit. Ouais, c'est devenu le truc quasiment le plus important, ou du moins le truc qui te faisait le plus vibrer dans ta vie, quoi. Complètement. Et t'as mis combien de temps avant de faire ta première compétition? La première compétition que j'ai faite, mon premier championnat de France, Ouais. je l'ai fait au bout de 7 mois. 7 mois, ouais, donc Ouais, assez 7 rapidement. mois. Assez rapidement, ouais. Parce que toi, t'avais l'envie, c'est ton coach qui t'a dit il y a un potentiel, ou tiens, ça... Bah, je veux dire, c'était un petit peu des deux. Ouais, Lui, il a vite vu le potentiel en moi. d'accord. Moi, je me rendais pas compte. Toi, tu hein. t'en rendais pas Moi, compte je me du rendais tout. pas compte, mais tu sais, la relation avec un entraîneur, elle est fusionnelle. Ouais. C'est quelque chose de fort. Et j'avais une totale confiance en lui, en fait. Donc, il avait juste à me dire, Ibrahim, t'es prêt pour faire ça? Et je disais, ok. Même Ouais. si dans ma tête, je pouvais à un moment douter. Hmm. Il me disait, allez, hop, là, t'es prêt pour faire ça et tu vas gagner. Hmm. Et j'y allais et je faisais tout pour gagner. D'accord. Et Ouais. comment, parce que t'étais du coup assez jeune quand même, Ouais. comment est-ce qu'il te prépare un peu aussi psychologiquement? Parce qu'à cet âge-là, est-ce que toi t'as un peu conscience, est-ce que ça te fait un peu peur d'aller faire tes premières compétitions? Ou alors tu vas en mode je m'éclate, je m'en fous? T'étais dans quel état d'esprit, toi? À vrai dire, la première compétition que j'ai faite, j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur, mais après, ça, c'est tout à fait normal. Bah oui, oui. C'est des sensations qui étaient toutes nouvelles pour moi. Et j'ai contracté le ventre pendant 3 rounds. Ah ouais, parce que c'était chaud, quoi. Ouais. Et là, putain, je me suis juré que plus jamais je monterais sur un ring sans aller aux toilettes. Parce que... Ouais. Ah ouais, parce que... Excuse-moi, mais... Ouais. Et là, ça va. Et en fait, ce qui faisait de bien aussi mon entraîneur, Gérard, c'est qu'il m'obligeait à échanger avec les autres après la compétition. Mhm. C'est-à-dire qu'on est revenu, je suis revenu, j'ai été champion de France, il leur dit ouais mais attendez, asseyez-vous et Ibrahim raconte un peu comment ça s'est passé. Et lui il aimait bien que je raconte cette petite anecdote où j'ai eu peur, où je lui ai demandé 2 minutes avant de monter et tout, hein, je dois aller aux toilettes, c'est Ouais. chaud. Et pour justement préparer un petit peu les autres Ouais. à justement l'avant-compétition, quoi. Et alors, parce que, comme tu disais, il a créé son club comme ça dans la foulée, donc c'était un nouveau club. Mm. Donc, tu as été son premier champion ou J'ai été son premier champion dans le club avec un ami à moi, Mickaël aussi. Ouais. On est partis tous les deux faire le championnat de France en kick et on a été on a été les 2 premiers à poser les pierres. Et ça, c'était dès ta première compétition que tu as réussi à faire champion de France ou c'était plus tard? Non, dès la première compétition. première, direct champion de France. Ouais, direct champion de France. Et... En savate ou en kick? C'était en kick. En kick. En kick, Kick, je sais plus si c'est comme le Mouet, il y a classe C ou il y a comment C'était ça classe C, ouais, c'est Ouais. classe C, classe B, classe A. D'accord. Et Ouais. alors, du coup, après, ça t'a donné un peu l'envie de continuer. Ça m'a donné l'envie de continuer. En parallèle, comme je t'ai dit, je faisais de la boxe française. Mais comme c'était la première année, en fait, je pouvais pas prétendre à concourir pour les championnats de France. Ouais. Donc, je faisais des petits championnats au niveau départemental, régional. Ouais. Et pareil, ça aussi, je gagnais. Enfin, voilà, c'était vraiment... C'était top, quoi. C'était... Mais est-ce que tu rencontrais un peu de difficultés ou tu te baladais un peu quand même, t'avais une facilité face à tes adversaires? Il savait nous donner... En fait, il nous donnait une espèce de... Notre entraîneur, à l'époque, nous donnait une espèce de petite rage Ouais. qui te faisait planer, en fait. Hmm. Et à l'entraînement, moi, je m'entraînais toujours avec des gens qui étaient beaucoup plus lourds que moi. Ouais. Et pour le coup, quand j'arrivais face à un mec qui faisait ma catégorie, je le trouvais maigre. Ouais. Alors que moi-même, à l'époque, j'étais un gringalet. Ouais. Et je le regardais, je dis, mais il est sérieux, lui? Il veut se battre avec moi, lui? Il veut boxer contre moi? Ouais. Et là, mais oh là 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 là, mais... Ah, mais j'étais, mais une pile électrique, quoi. Une Ouais. pile électrique et enragé, mais... Ah ouais, mais franchement, c'était vraiment une belle époque, vraiment. Et comment Vraiment. comment il te donnait un peu cette rage-là dont tu parles, l'entraîneur? Qu'est-ce qu'il faisait pour ça? L'entraînement, il nous poussait souvent... Ouais. Voilà, il nous poussait au-delà de nos limites. Donc, Souvent, physiquement, ouais, il vous- physiquement, ouais. mentalement, voilà, il trouvait toujours les bons mots. Et puis voilà, c'était quelqu'un qui était assez présent. Il était Mm. assez présent quand tu avais besoin de lui, il était là. Ouais. Enfin, comme je t'ai dit encore, la relation avec un entraîneur, elle est très très fusionnelle. Hmm. Et un entraîneur, c'est ton père, c'est ta copine, Mm. c'est vraiment c'est un confident. Et il a su avoir tous ces rôles-là avec nous, quoi. Ouais. Ouais. Et lui, il avait un passé de compétiteur ou pas? Il a boxé un petit peu à l'époque.
Mais pas de. Il n'a pas eu des titres, D'accord. titres européens ou mondiaux. Mais parce que souvent, moi j'adore la savate, hein, mais souvent ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas mal de gens dans la savate qui ont tendance à être un petit peu fermés. C'est ce qui n'est pas savate, le kick, la taille, tout ça, ils trouvent que c'est moins technique, que. Enfin, tu vois, moi j'entends parfois un discours qui n'est pas hyper ouvert sur les autres. Alors que la savate, je trouve ça super bien, mais ce que je trouve un peu dommage, des fois, c'est un peu un manque d'ouverture vers les autres disciplines. Et donc, je trouve ça un peu inhabituel, tu vois, d'avoir un coach qui vous fasse faire les deux directement. Donc, je me demandais un peu, lui, comment ça se fait il enseignait les deux en parallèle, parce que peut-être je me trompe, hein, mais de ce que j'ai l'impression, c'est pas hyper commun. Effectivement, c'est pas quelque chose d'hyper commun, mais bon, à un moment donné, chaque discipline a sa spécificité et je pense que il faut savoir la respecter. Quand tu vas aller en kick, on va te dire que la savate c'est pour les danseuses et quand tu vas aller en savate, on va te dire que le kick il n'y a pas de technique. C'est ça. Enfin, moi j'aime pas trop ce discours. J'aime pas trop ce discours parce que déjà faut partir du principe que il faut respecter chaque discipline comme tu respecteras une personne qui est chinoise ou une personne qui a les yeux bridés, une personne qui est noire, une personne qui est blanche. Voilà, c'est de la tolérance. Après, la deuxième chose, c'est que si tu as ce côté un peu critique et que tu dénigres une discipline, va la faire, va la pratiquer et après tu pourras parler. Parce que t'en as beaucoup qui ont critiqué par exemple la savate. Hein. Moi la savate, ça a été mon sport de base. Et c'est un sport qui m'a permis vraiment d'exceller dans d'autres disciplines. Si j'aurais commencé par le kick, j'aurais peut-être pas eu la notion de déplacement. Parce qu'en kick, ils sont très statiques et c'est, on va dire, un rapport de force. Et voilà. La savate, c'est tu touches sans te faire toucher. Donc, et déjà, la première chose, c'est le déplacement. Ouais, ça te donne une mobilité, une gestion de la distance, les appuis, tout ça, ça développe des super qualités. Super qualité. Et moi, ce que je trouve bien avec la savate, en plus, que je retrouve pas dans beaucoup de styles, où je trouve que dans beaucoup de styles, t'apprends des choses par ton expérience, par ton vécu. Dans la savate, tu vois, c'est hyper, tout est bien formalisé, les notions de débordement, de décalage, de machin, des trucs qu'on retrouve qui existent ailleurs, mais qui sont pas forcément, qu'on n'arrive même pas à verbaliser des fois. Ouais, c'est ça. C'est même pas. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper bien. Mais je pense que malheureusement, et c'est un peu comme pour moi, la savate, ça souffre un peu du même problème que la lutte. C'est la tenue qui les gens ils aiment pas. Complètement. Et ça dessert. T'as mis le doigt. T'as mis le doigt. C'est tout bête. Hein. Tu vois, et je sais que par exemple en lutte, c'est pareil. Il y a plein de gens qui aiment pas la lutte parce que t'as une tenue pareil, un truc un peu. Brillant, moulant, machin et tout. Les gens, ils croient qu'à l'entraînement, tu vas être obligé de mettre ta tenue, tu vois. Mais même à l'entraînement, que ce soit en compétition, de toute façon, les gens ont l'impression de perdre leur virilité, en fait. Mais quand tu regardes les plus grands champions, que ce soit en kick ou en boxe thaï, peu importe, les mecs, ils sont passés par la case boxe française. Moi, quand j'ai fait du Viet Vo Dao, les mecs du Viet Vo Dao, pour s'entraîner en pied-point, ils me disent « Ah ben, on allait s'entraîner en boxe française. » Tu regardes Alain Zankifo, excuse-moi, il est venu avant d'aller en kick, tout ça. Il a commencé Chouaref, Belloni, Souleymane Mbaye. Enfin voilà quoi. Comment il s'appelle aussi celui qui est je crois du 93 aussi, qui a combattu au K1, qui a les cheveux un peu gris, super connu aussi. Qui vient de la savate à la base. Farid Kider. Ouais, Farid Kider. Farid Kider aussi, il vient de la savate aussi. De la savate aussi. Farid, c'est... Ouais, c'est... Bien sûr, c'est... Non, mais c'est une super école, mais je pense que s'il y avait eu une autre tenue à la base, ça serait beaucoup plus populaire que ce que ça serait aujourd'hui. Ils y travaillent. Là, ils ont coupé les combinaisons en deux, donc ils font un pantalon et un espèce de haut débardeur. Bon, après, voilà, ça reste toujours un peu... Ça reste toujours un peu perte de virilité. C'est ça. Et puis ça pardonne pas. C'est-à-dire que si t'es pas au top physiquement et que tu mets un truc moulant, c'est pas très flatteur, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais bon, encore, voilà, hein, on juge pas un livre sur sa couverture. Non, mais j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que techniquement, c'est une super école et c'est vrai que ça t'apporte plein de choses et ça évite.
des problèmes qu'on retrouve de manière récurrente dans les box pieds-points. C'est notamment le manque de déplacement, de mobilité et de fluidité, tu vois. Bien sûr. Après, en mouet, ils sont moins sur des combinaisons, ils cherchent souvent plus le coup dur. C'est une autre école, tu vois. C'est très différent, mais je vois pas de situation où c'est pas intéressant de savoir bien se déplacer, quoi. Bah, complètement, ouais. Mais t'as juste à voir, en fait, tu regardes, tu prends l'espérance de vie ou la carrière d'un mec en kick, et tu prends celle d'un mec en savate, tu verras que le mec en savate, sa carrière, elle peut durer peut-être 10-15 ans. Ouais. En kick, c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai vu des très bons boxeurs en kickboxing. Mais bon, t'en entends parler pendant 3, 4, 5 ans, et après, ils tombent aux oubliettes. Et c'est vraiment dommage, parce que ce qui fait que tu dures, c'est que tu prends moins de coups. Enfin, voilà, et pour prendre moins de coups, il faut pas faire que des parades, quoi. Parce que les parades, à un moment donné aussi, ça résonne. Déplace-toi, évite les coups, et... moi, c'est vrai que j'adore, par exemple, j'adorais le K1, j'adore le Glory et tout, mais c'est vrai qu'ils ont un peu une tendance à faire ce que j'appelle le ping-pong, c'est à toi, à moi, bam. Ils restent un peu l'un en face de l'autre, et c'est jusqu'à ce qu'il y en a un qui arrive à toucher un peu plus durement ou qui commence à céder, tu vois. Et c'est vrai que, à regarder, ça peut être fun et tout, mais pour l'espérance de vie de sport, la carrière, quoi, en tout cas du combattant, c'est pas optimal, quoi. Et puis c'est vrai que souvent... On oublie, mais dans la majorité, en tout cas, des arts martiaux et sports de combat, à la base, c'est toucher sans être touché. Exactement. Quoi. Et donc là, t'es plus là-dedans du tout. Plus du tout. Et donc toi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que peut-être ça vient au départ de ça, du fait que tu as commencé directement 2 disciplines en même temps, mais tu as été combattre dans d'autres disciplines. Comment t'es arrivé... Comment t'es arrivé en fait à ces autres disciplines? Qu'est-ce qui fait que t'es sorti du coup de ce que tu voyais avec ton coach au départ, le kick et la savate? En fait, moi, à la base, franchement, j'ai toujours eu j'ai toujours eu une ouverture d'esprit vers les autres disciplines. De toute façon, comme je dis, chaque discipline que j'ai pratiquée, et même celle que je pratique pas, je respecte. Et si jamais je dois m'aventurer dans une discipline, j'apprends le règlement et je viens avec leurs règles, je viens pas avec les miennes. Après, il y a une chose que je peux pas enlever, c'est que j'ai des aptitudes physiques du fait que j'ai pratiqué d'autres disciplines avant. Donc, pour moi, c'est un plus. Et en fait, je me suis focus à un moment donné en boxe française. D'accord. Et après, j'avais envie de voir un petit peu autre chose parce que voilà, j'aime les défis aussi. J'aime les défis. Donc, j'ai voulu voir un petit peu autre chose. J'ai été m'aventurer dans d'autres disciplines. J'en entendais parler, on me dit ah tiens cette discipline elle est pas mal en karaté ou en ci en ça, je dis vas-y ok je vais y aller, je vais essayer et j'ai grave j'ai pris des titres alors que je venais juste découvrir la discipline quoi. Et en fait t'as juste pris connaissance du règlement mais tu t'es pas réellement entraîné. Si à respecter la discipline ça veut dire aussi s'entraîner avec les règles de la discipline. Mais bon après par exemple quand j'ai commencé le Viet Vo Dao, j'ai rencontré un David Diedou chez de la famille, donc c'est un ami à moi. Et je l'ai rencontré chez de la famille et on lui a dit que j'étais champion du monde en savate. Il est venu me voir, il me dit Brahim, j'ai entendu que tu étais champion du monde en savate, je pense que en Viet Vo Dao tu serais pas mal et tout, tu devrais essayer. Bon je dis oui pourquoi pas. Il me dit ça au mois d'août, tu vois, il y avait la Coupe de France au mois de novembre, début décembre je crois. Et il me dit tiens il y a une Coupe de France, essaye, et en plus à la fin de l'année il y a les championnats du monde. Je dis bon vas-y ok, y a pas de problème si tu veux et tout. Donc je prends une licence et je fais la Coupe de France. Et à la Coupe de France, je rencontre un médecin qui avait l'habitude d'officialiser, d'être dans les compétitions de boxe française. D'accord. Et qui me dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis je vais essayer le Viet Vo Dao. Elle dit oh là là. Elle dit Brahim doucement. Je dis non tranquille. Et elle va voir les organisateurs. Elle dit mais attendez là, ça va être chaud hein. Je sais pas si vous savez qui vous avez. Et je dis rien Marie-Pierre. Je dis rien. Laisse-moi, je suis en sous-marin. Laisse-moi, je vais essayer. Ça se trouve, c'est moi qui vais. Donc, le premier combat se passe super bien. Je gagne et tout contre un mec super fort.
T'as pas eu de problème d'automatisme, de Non. trucs interdits, tout ça? Non. T'as En fait, fait que ça le pendant Viet les mois, le Viet Vo Dao, je vais t'expliquer en fait. Le Viet Vo Dao, c'est de la boxe française, sauf qu'en plus, t'as les ciseaux. Ouais. Donc les ciseaux, c'est leur technique où tu saisis avec les jambes et tu dois faire des amenés au sol. Ouais. Tu dois en faire deux sur toi. T'as 3 rounds pour faire 2 ciseaux. Ah ouais, je savais pas que c'était carrément une obligation de faire des ciseaux. Si, c'est une obligation. Si t'en Ah fais ouais. pas, tu perds forcément. Ah, mais tu vois, je savais pas ça. Et du coup, à la Coupe de France, je gagne, je mets un KO. Donc, et là, les gens, apparemment, enfin, moi, j'étais pas au courant, mais la fédération, ça fait mouvement de crise. Mais c'est qui celui-là? D'où il vient? Faites-moi des recherches, c'est qui? Et ils ont découvert que je venais de la boxe française et tout. Et du coup, quand je gagne la Coupe de France, ils reviennent me voir et me disent bah écoute, il y a les championnats de France là au mois de janvier. Championnat du monde? Non, championnat de France. D'accord. Et si tu gagnes le championnat de France, tu peux être qualifié pour faire le championnat du monde. Je suis bon, bah allez, vas-y, je veux faire le championnat de France. Donc j'arrive au championnat de France, pareil, je gagne et tout. Et là, on me présente un maître vietnamien, tu sais, ils sont très coutumes. Ouais. Le mec, il arrive, il me salue, il met les 2 mains comme ça et tout. Je dis oui, bonjour. Il me dit non, bonjour, comme ça et tout. Il me dit, tu devrais. Il me dit, je pense que tu vas gagner cette année, toi. Faut que tu viennes au championnat du monde et tout. Je dis, bon, bah, ok, ouais, pas de problème. Et 2-3 mois après, full championnat du monde. Donc en 6 mois, je me retrouve à faire le championnat du monde en Viet Vo Dao. Et comment tu t'es préparé du coup parce que est-ce que tu as continué à faire de la savate et du kick en parallèle ou tu t'es dédié 100% Non. à ça? En fait, je m'entraînais en pied-point, à vrai dire. Je m'entraînais en pied-point. Et quand lors des regroupements équipe de France, tout ça, on s'entraînait à faire des ciseaux. Après, je vais pas dire que c'est quelque chose de facile, c'est pas évident. Mais si tu veux, j'ai une capacité à enregistrer et avec la répétition, en fait, ça vient. En fait, t'as pas besoin de. J'ai pas besoin d'1 an d'entraînement pour faire des ciseaux, quoi. Ouais. Une séance, c'est bon, j'avais compris le principe, passer une jambe là, passer la hanche, il fallait... Enfin voilà, quoi, c'est rentré assez rapidement. Et voilà, et au bout de 6 mois, je me retrouve au LINJ à faire les championnats du monde. Et là, donc je boxe premier tour, je prends un Vietnamien, donc c'est leur discipline. Donc là, les entraîneurs ils me disent, bah Ibrahim, là... il faut que tu gagnes par KO. Enfin, il faut que tu gagnes bien parce que sinon, ça peut être chaud pour nous. Donc le mec, il a pas terminé. Il a pas terminé. Après, demi-finale, je boxe un Belge très hargneux. Mais vraiment hargneux, mais laisse tomber. Et finale, je boxe un Iranien invaincu depuis qu'il a commencé. Invaincu. Et c'était marrant parce que quand j'étais à l'hôtel et tout, j'étais avec un collègue à moi qui était dans la catégorie juste au-dessus de moi. Et il me dit hey, Ibrahim, putain, je suis dégoûté parce que j'ai l'Iranien qui est dans ma catégorie et tout. Non. Je dis ah ouais, je dis mais pourquoi? Il me dit mais regarde comment il est fort. Et il me commence à me montrer des vidéos de YouTube. Et moi je suis pas, tu sais, moi on est des hommes, voilà, il y a pas. Et je dis ok, la peur ça fait partie du jeu, mais voilà, quand on doit se taper. Donc je le rassure, je lui dis t'inquiète pas, c'est bon. Et je dis effectivement, et quand je vois la vidéo, je dis oh putain, putain, ça va être chaud pour lui, quoi, tu vois. Et le lendemain, j'apprends que le mec, en fait, il était dans ma catégorie. Oh putain, je te jure. Et il est là, il dit ah Brahim, désolé, je vais te défoncer. Bon courage. Hein. Ah ouais, grave, tu sais. Ah Inès. Et du coup, pour le coup, c'est lui que je prends en finale. Et ce qui m'arrive, c'est que quand j'avais boxé contre le Belge, en fait, j'ai eu une contracture au mollet et ça m'a fait une épine calcanéenne. Donc, j'arrivais plus à décoller mon pied du sol. C'est ça. Exactement. Et j'arrivais plus à décoller mon pied du sol. Aïe. Donc là, le mec, je me mets face à lui, finale, et je bouge pas. Je me mets, pas de déplacement, rien, je reste comme un roc. Je dis, soit il recule, mais moi, je reculerai pas. Et donc, l'arbitre, il fait, allez, je reste en face de lui, il y a aucun coup. Donc on se regarde pendant une dizaine de secondes et là il a compris que j'allais pas reculer, donc du coup il commençait à se déplacer, mais il était très très fort, tu vois. Il mettait des coups de pied, il partait, enfin le mec en boxe française par exemple il serait top parce que lui il a compris le principe de toucher sans se faire toucher. Et moi je le cadrais et, et je tapais et lui il me touchait et jusqu'à la fin du 3e round, à 15 secondes de la fin il y a 2-1 pour lui, donc c'était scoring machine. Et là, le coach, il me dit, il me pousse. Et moi, j'arrivais plus à décoller le pied, mais je dis, allez, vas-y, il me reste 15 secondes pour marquer au moins un point, au moins égalité. Et après, je ne sais pas ce qui se passe, soit extra round, je sais pas, tu vois.
Et là, putain, les 15 dernières secondes, mais je le charge. Bah, et je donne, et je donne, et je donne. Ça sonne. Je regarde l'écran, 2-2. J'avais marqué mes deux, j'avais marqué mon point. Et là, je rentre dans le coin, et là, on sait pas ce qui se passe. Il y a 2-2. Je sais pas ce qu'on va me dire. Peut-être qu'il va falloir que je refasse un, mais mon pied, j'arrivais vraiment. Alors là, pour le coup, il était bloqué au sol, mais vraiment bloqué. Mes orteils, j'avais mal. Et là, il nous ramène au centre, l'arbitre, il prend nos mains. Je dis, ok, bon, déjà, il y a une décision, déjà. Et là, boum, il lève ma main. Je pète un plomb. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et l'autre, il s'effondre. Parce qu'en fait, lui, il perdait gros, tu vois. Dans son pays, il perdait vraiment gros. Et là, je comprends pas. Donc, moi, je savoure ma joie, ma victoire, tu vois. Et en fait, après, par la suite, j'ai appris que c'était celui qui marquait le dernier point qui gagnait. Et comme c'est moi qui avais marqué le dernier point en cas d'égalité, mais du coup, c'est moi qui ai été champion du monde. Je crois qu'en lutte, c'est pareil. Quand t'es à égalité, c'est celui qui a marqué le dernier point. Le dernier point, voilà. Et là, boum, tip-top. Donc toi, t'étais là, tu savais pas du tout ce qu'allait se passer. Non. Et en 6 mois, j'ai fait le Grand Chelem J'ai fait Coupe de France, champion de France et champion du monde en 6 mois en Viet Vo Dao. Et après... Tout ça sans vraiment faire de Viet Vo Dao au final. Quand même, si, en pratiquant quand même. Hein. Voilà. Après, comme je t'ai dit, vraiment, le Viet Vo Dao, c'est vraiment du pied-point. Donc là, à part les ciseaux, par rapport à la savate, t'as trouvé que c'était pareil Il y avait rien de super changeant, en fait. Ça devient un peu plus compliqué quand tu fais un petit peu, tu sais, leur histoire de kata. Tu sais, parce qu'ils ont leur kata aussi. Et là, par contre, il faut manipuler des armes, faut faire des chorégraphies où vous êtes 3-4 avec des ciseaux à la tête. C'est des trucs super impressionnants, même encore aujourd'hui. C'est des trucs que je regarde avec des yeux, mais comme un gamin, quoi. C'est vraiment spectaculaire et vraiment beau à voir. Et du coup, avant de te mettre à ça, tu disais que tu avais été champion du monde une fois ou plusieurs fois déjà en savate ? En savate, j'avais fait... j'avais déjà... En 2011, j'avais déjà été champion du monde en savate. Ok. Et après 2013 en Viet Vo Dao. Et là, j'ai remis le couvercle en 2017 en savate. Ouais, en savate. Et tu crois que c'est parce que... Est-ce que toi, c'était un gros objectif d'atteindre le titre de champion du monde en savate et qu'après l'avoir atteint, peut-être que tu disais, je fais quoi maintenant ? Et tu as cherché un peu autre chose derrière ? Ou c'est juste le hasard, vraiment la rencontre de ton pote en famille qui t'a amené à ça, quoi ? En fait, déjà avoir un titre mondial, déjà le premier, j'étais, mais tu sais, j'ai l'impression que mon corps il me lâchait, mais attends, je suis champion du monde, et là j'avais la carte du monde dans la tête, et là je dis ok, je suis champion de tout ça. Donc effectivement après t'as l'impression d'avoir tout fait, tu vois. Mais voilà, moi je voulais pas que ça s'arrête là. Parce qu'il y en a comme ça, c'est ça, tu vois. Par exemple, il y avait Tyson Fury, tu sais, qui est un boxeur là, qui avait fait un super combat il y a pas longtemps contre Deontay Wilder, qui est parti complètement en dépression. Son objectif depuis des années, c'était de battre Klitschko, tu vois. Et il a réussi à le battre. Et après à l'avoir battu, en fait, il avait atteint son objectif. Et il n'y avait plus rien. Et il avait plus rien. Et dépression, drogue, il prend 100 kilos, machin, tout ça. Et c'est vrai que parfois, alors ça dépend de la personnalité des gens, tu vois, mais t'en as qui ont un objectif hyper fort comme ça, et puis le jour où ils atteignent leur objectif, ils n'ont pas prévu ce qu'allait se passer après, tu vois, et comment le gérer, quoi. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que c'était un truc de compensation, est-ce que c'est un pur hasard, comment t'avais vécu cette étape-là dans ta vie d'atteindre ce truc qui était le titre suprême, tu vois, le titre suprême dans ta discipline, quoi. En fait, moi, sincèrement, j'avais pas seulement comme objectif d'être champion du monde en savate, en fait. Et je pense que avoir un objectif, c'est une bêtise. Parce que effectivement, quand tu l'atteins, en fait, cet objectif, si t'as rien d'autre derrière, tu te retrouves bête, quoi. Tu te retrouves bête et en fait, t'as l'impression d'avoir tout fait, alors qu'en fait, non, t'es en train d'écrire l'histoire, en fait. Donc, t'es en train d'écrire ton histoire. Donc moi, effectivement, j'ai eu mon titre. Effectivement, quand t'as un titre mondial, après tu dis tu souffles un petit peu, tu dis
maintenant on va essayer de voir un petit peu. Moi pour ma part, je me suis dit on va essayer de voir un petit peu autre chose. On va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je sais pas, on va voir comment parce que après avoir un titre de champion du monde, c'est pas rien en fait. C'est pas donné à tout le monde. Ah non. Tu sais que tu fais partie de l'élite. Voilà, tu sais que tu fais partie d'une élite et en fait, il faut que tu arrives à comment dire ? Il faut que tu arrives à faire fructifier ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors, ton objectif, effectivement, et tu l'as atteint. T'es champion du monde. Ok. Après, je sais pas. Avec ce titre de champion du monde, t'ouvres une salle demain. T'es crédible parce qu'on dit, tiens, le champion du monde a ouvert une salle. Donc, il faut pas que ton objectif, ce soit juste être champion du monde et basta, en fait. Ouais. Et enfin, c'est malheureux pour le Fury qu'il soit tombé dans la drogue et tout ça, mais bon. Après, je pense pas que ce soit juste une question d'objectif. Moi, je pense que il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a l'entourage, il y a ton entourage, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et moi, je pense que s'il était bien entouré, il serait pas tombé dans la drogue. Tu vois, c'est comme Tyson. Tyson, il a commencé à sa carrière, elle a commencé à décliner quand elle commence à faire les boîtes de nuit, les filles, la drogue et si. Parce que t'es champion du monde, tout devient facile en fait. T'as accès à tout, mais essaye d'avoir les bons accès en fait. T'as les bons accès et l'accès qui va te faire. Tu vois, qui va t'entraîner vers ta perte en fait. C'est un peu, alors c'est un film, mais c'est un peu Rocky 3, l'œil du tigre. Quoi. Voilà, c'est ça. Il devient champion, sa vie elle devient facile, et il perd un peu l'œil du tigre et tout ça. Exactement. Ça peut, enfin, les films de Rocky, je trouve des fois ça retrace quand même pas très mal réaliste, les étapes d'une carrière comme ça d'un boxeur par exemple quoi. Mais donc toi t'avais prévu l'après, parce qu'il y en a qui se disent maintenant je vais essayer de refaire une deuxième fois champion du monde, tu vois. Est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit tiens, j'ai fait champion du monde en savate, je fais du kick aussi, est-ce que je vais essayer de faire champion en kick? T'as pas eu l'envie de... Tu vois, pourquoi t'es parti au Viet Vo Dao et tu t'es pas dit tiens, maintenant j'ai le kick aussi où je pourrais essayer d'accomplir ça? Franchement, je sais pas. J'ai vraiment... après, c'est une période assez particulière. C'est parce que c'était une période aussi où moi j'ai été tout seul, quoi. J'étais tout seul. Enfin, j'étais pas entouré d'une grosse équipe. Je m'entraînais avec Bob Zankifo et Alain. Mon entraîneur, on a été ensemble jusqu'en 2006, mais après, de 2006 après, je me suis retrouvé un bon moment tout seul, à m'entraîner tout seul, à me motiver tout seul. Et je pense que c'est aussi à cause de... Enfin, c'est aussi un petit peu grâce à ça que j'ai été aussi dans d'autres disciplines, parce que quand j'ai fini avec mon entraîneur, ça s'est arrêté en 2005-2006 après un combat justement contre Ali Kanfoua. Qu'est-ce qui s'est passé si en fait, bien sûr, ça me dérange pas. En fait, contre Ali Kanfoua, c'était un combat qui était autant attendu par lui que par moi en fait. Moi, j'étais le petit qui montait fort. Et lui, c'était, c'est comme les chevaliers du Zodiac. Lui, il était installé là-haut. Et c'était le chevalier d'or, il fallait le détrôner, quoi, tu vois. Et moi, j'arrivais, j'étais le petit fougueux, le petit hargneux. Et, c'est Yard, quoi. Exactement, c'est Yard. Pégase. C'est ça. Et du coup, la finale, Ali Kanfoua contre moi, 2006, à Marseille, attendu par tout le monde et tout. Et là, premier round, on se jauge un petit peu parce que on se craint l'un l'autre, mais bon, voilà, moi, j'étais encore un peu inconscient, tu vois, mais j'étais un rageur, quoi, tu vois. Vous étiez jamais rencontrés avant? Si, on s'était rencontrés, j'avais déjà perdu une fois contre lui en tour de poule. Et là, c'était un petit peu la revanche, en fait. Et donc, deuxième round, je lui mets un direct bras arrière, il tombe, donc il se fait compter. Boum,
Fin du deuxième round, donc là je pars avec un petit avantage. Troisième round, il revient, il me charge, il m'a un crochet, boum, là c'est moi qui tombe. Et là t'as tout Marseille qui se lève, mais il se dit oh, le combat de dingue, malade, mental. Et moi il me touche, et c'était la première fois de toute ma carrière c'était la seule fois d'ailleurs, la seule fois que je me fais toucher. 23 ans de carrière. Et j'ouvre les yeux, je dis mais putain, mais c'est quoi ça? Je vois du bleu, je suis hein. Et là, je vois, j'ai la tête au sol. Je dis, mais il m'a touché, hein. Ah, mais je suis KO. Et j'essaye de me relever. Je vois mon corps, il répond plus. Mais dans ma tête, j'ai une rage qui me prend. Mais je dis, ouah. Je me lève, je dis, je vais le tuer. Mais mon corps ne répond pas. Mais et là, bam, je lutte et je me relève. Et là, l'arbitre, il me compte. 8, je lève les gants. Boum, on repart. Et lui, il a vu qu'il m'avait touché. Donc, il me recharge. Moi, je veux lui montrer que je suis encore là, donc je réponds, mais en même temps, mon corps ne répond toujours pas, en fait. Ouais. Mais je commençais à retrouver un petit peu ma lucidité, tu vois. Donc là, il essaie il me tape. À un moment donné, je l'accroche et tout. Et là, je commence à retrouver un peu ma lucidité, et là, je vois une serviette qui vole. Et je regarde, et mon entraîneur avait jeté l'éponge. Et là, je mets un shoot dans la serviette. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Je dis, regarde, ça y est, j'ai récupéré. Je dis, laisse-moi juste 5-10 secondes, c'est tout. Lui, il va me charger parce qu'il a vu que j'étais touché. Mais, Et là, en fait, je me suis refait tout le film. À l'entraînement, je m'entraînais avec des mecs qui faisaient 90 kilos. Des masses. Je faisais, moi, à l'époque, 63 kilos. Je me suis toujours entraîné contre des mecs qui étaient plus lourds que moi. Donc, 75, 80, 95. Ils me mettaient pas par terre. Il n'y en a aucun qui me mettait par terre. Je lâchais rien. Et là, si tu veux, en fait, comme je te parlais de notre relation de confiance, j'avais l'impression qu'elle était brisée à ce moment-là, en fait. Mais c'est peut-être qu'il a voulu te protéger. Et il a voulu me protéger, mais en fait, je comprends, moi, ça. Je comprends sa démarche, mais si tu veux, dans ma tête, j'avais l'impression que il me reconnaissait plus. Tu vois, et je sais qu'il a eu peur pour moi, tu vois, à ce moment-là. Mais en fait, il restait même pas 10 secondes avant la fin du troisième round, tu vois. Et il a paniqué un peu. Voilà, il a paniqué. Mais attention, tu vois, j'en ai voulu sur le moment, à tel point que à l'époque, c'était Sport Plus qui filmait. Je suis pas descendu du ring, ils ont coupé le direct, ils étaient obligés. Parce que j'ai dit, je descends pas. J'ai dit, on va continuer le combat. J'ai dit, je descends pas. Ils sont montés. Il y avait à l'époque Belloni, Richard Silla, ils sont montés sur le ring pour me chercher. J'ai dit, non, laissez-moi, je descends pas. J'ai dit, on va continuer. Et je tournais en rond sur le ring, je tournais en rond. Je dis, non. Je dis, on peut pas, c'est pas possible. Je dis, je peux pas, c'est pas possible. Et du coup, à l'époque, je crois que c'était il y avait le DTN aussi qui était venu, Michel Leroux qui était monté et qui m'a dit, vas-y, Brahim, allez, descends, c'est pas grave, allez, c'est rien et tout. On a vu que t'avais rien lâché. Et je dis, mais non, ça peut pas se terminer comme ça, quoi. Je dis, je peux pas. Bon, je suis quand même descendu parce qu'il y avait d'autres finales après. Mais je suis resté assis au bord du ring. T'avais les gens, des supporters qui me disaient, allez, Brahim, c'est bien et tout. Putain, mais j'avais vraiment mal. Et j'ai été dans un monde, en fait. À tel point que, quand j'ai retrouvé ma lucidité, ils étaient en train de démonter le ring. Il n'y avait plus personne dans la salle. Et à ce moment-là, je me suis levé, je suis parti dans la douche et j'ai dit, allez, bon, c'est pas grave. Toi, t'as pas vu le temps passer, t'as pas vu ce qui se passait autour de toi. J'étais ailleurs. Je dis non, mais j'étais dans ma bulle en fait. En fait, dans ma tête, je cherchais des solutions pour refaire le match en fait. Mais c'était fini quoi. Tu vois, on pouvait plus. Ça y est, il avait le titre de champion de France et c'était fini. Mais est-ce que c'était parce que ça t'a tellement énervé tout ça que t'étais dans ta bulle, ou d'après toi c'était l'effet du chaos? Non, mais l'effet du chaos, ça y est, c'était fini. Je t'ai dit, dès que j'ai remis un shoot dans la serviette, elle est repartie dans le coin et j'ai dit, mais regarde, je suis bien, tu vois. Mais bon, après, tu vois, c'est même pas. Encore une fois, tu vois, c'est des situations qui sont tellement délicates que même moi aujourd'hui, je sais pas comment je réagirais dans ces situations-là. C'est ce que tu disais, tu vois, c'est que c'est fusionnel, donc vous êtes proches et c'est une lourde responsabilité pour un coach. Tu veux pas être le coach qui en plus, si t'es proche de lui et tout, à laisser tu vois, ça aller trop loin et que tu te retrouves avec un problème plus tard, tu vois. Bien sûr. Ça part d'une, enfin, moi je comprends les deux côtés en fait, tu vois.
Je comprends toi la déception et parce que tu sentais que tu pouvais continuer. Et puis lui qui a voulu te protéger. Mais je lui en veux pas, hein, tu vois. Franchement, aujourd'hui, même là, on parle encore. Bon, on n'a pas parlé du match et tout, mais sincèrement, moi, vraiment, moi, c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est lui qui m'a, avec sa pédagogie, il m'a donné le mental que j'ai aujourd'hui. Et même. Et il y a toujours eu son ADN en moi en fait, il y a toujours eu ces voilà, donc même quand j'allais dans les autres disciplines et que je devais me motiver tout seul parce que je prenais un mec du public pour être dans mon coin parce que vraiment il y a des moments où je me suis retrouvé vraiment solo et je prenais un mec dans le public, je dis bah tiens tu me donnes juste le protège-dents et tu t'occupes du reste, je m'occupe du reste. Il me dit mais j'ai jamais fait ça, je sais pas. Je dis panique pas, tu me donnes de l'eau, tu me donnes mon protège-dents quand je reviens dans mon truc. Et en fait quand je revenais dans le coin, je faisais une analyse du combat et de ce que j'avais à faire au round suivant. Mais cette force mentale-là, je l'ai eue parce que, si tu veux, il m'a entraîné à la dure, cet entraîneur. Donc pour moi, c'était, je lâche rien. Je ne lâche rien, que tu sois tout seul ou que tu sois en équipe, c'est la même chose. Et même mes entraînements, c'était pareil. Et j'allais me faire j'ai fait énormément de choses tout seul, pardon. Et ce qui me motivait, c'était moi. Et c'était aussi le fait que, vas-y, il m'a donné cette niaque que personne ne peut m'enlever aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que c'est hyper dur. Et c'est un truc que même parfois les sportifs de haut niveau ont du mal, c'est-à-dire par eux-mêmes de trouver la force de se dépasser tout seul. Moi je sais que c'est un truc que les gens ils me disent ils ont du mal à s'entraîner seuls, tu vois, déjà ne serait-ce que s'entraîner seul, je parle même pas de haut niveau, tu vois, mais d'aller au niveau, de pas avoir quelqu'un qui est là pour te préparer mentalement, te mettre dans la bonne condition, c'est toi qui dois tout faire, tu vois, tu dois toi-même te mettre dans la bonne condition, toi-même analyser ce qui s'est passé pendant ton round pour éventuellement faire les ajustements après. Enfin, franchement c'est hyper... ce que tu as réussi à accomplir en étant ensuite tout seul comme ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Après, il y a les bons et les mauvais côtés. C'est-à-dire que, tu vois, ce truc-là, moi, par exemple, à m'entraîner tout seul, tu vois, tous les jours, je voulais me prouver des choses. Je te dis, vraiment, des fois, j'étais chez moi comme ça, je bougeais pas, et j'étais là. J'avais pas envie de regarder la télé, je prenais mes baskets, boum, j'allais me faire un footing d'1 heure, 2 heures, je me tapais des côtes, mais des trucs de ouf. Et... Il y a des moments où je me suis retrouvé même en surentraînement. Donc après, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que des fois, l'accompagnement, il est important. C'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, il y a un truc, c'est que moi, j'ai pas peur d'être tout seul. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu me dis d'aller faire tel truc tout seul, ça me dérange pas. Tu me dis d'aller me taper contre lui tout seul, ça me dérange pas. Il fait 1m90, il fait 3 mètres de large. Allez, on y va. Il n'y a pas de problème. La montagne. Ah ouais, non, mais ça me dérange. Moi, vraiment, sincèrement, ça me dérange pas. Et ce côté-là, que j'ai gardé, il m'a beaucoup servi. Il m'a beaucoup servi. Et c'est que tu dis que tu avais des trucs à te prouver à toi-même. Est-ce que c'était suite à la défaite, là, que tu voulais te prouver des choses ou qu'est-ce que tu te disais? C'était quoi ces choses que tu voulais te prouver? En fait, c'était ton moteur, tu vois, pour ça. C'était justement, comme j'y ai commencé, j'ai été entouré pendant des années, pendant presque plus de 10 ans. Du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul. Et j'avais besoin de me prouver que même sans personne autour de moi, j'étais capable de. Donc, j'allais m'aventurer dans des disciplines et il fallait que je gagne. Et je venais pas pour perdre. Je venais pas pour perdre. Il y avait pas de place pour la défaite en fait. Donc et voilà. Et en fait c'est ce qui m'a. Ça a été un moteur pour moi. Et plus les années passaient, plus j'avançais et ça a été un moteur. C'était te mettre dans des difficultés, dans des situations où tu pourrais perdre, te mettre en danger et réussir à gagner. Et réussir à gagner complètement. Qui te motivait, complètement. L'amour du risque. Et la ressource, comment alors t'étais pas lucide, donc tu devais peut-être tu t'en rappelles pas, mais tu tombes KO, tu t'ouvres les yeux, tu vois du bleu et tout. T'entendais le mec compter ou l'arbitre compter ou pas? Non, mais attention, c'était pas. Je suis tombé, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu du bleu, c'était le tapis, tu vois. Mais je me suis relevé, j'ai vu l'arbitre, j'étais
à 3, 4, Ouais, quand donc il c'est disait hyper 3, bref, 4, j'étais déjà debout j'étais en train de tituber, certes, mais je le regardais dans les yeux en disant, hey, arrête de compter, j'y vais là. Arrête de compter, j'y vais. Mais lui, il avait l'obligation de compter jusqu'à 8, donc il y allait, mais je le regardais, je dis, hey, je vais aller là, tu te fatigues pour rien en fait, arrête de compter. Ouais. Tu vois? Et tu t'es dit un truc ou juste t'as eu le coup de rage d'adrénaline, de la rage de je remonte, ou est-ce qu'il y a un truc que tu te disais, genre, je sais pas, genre moi on me met pas KO, enfin, ou est-ce qu'il y a un truc que tu t'es dit qui t'a donné cette force, ou c'est juste de la rage qui est arrivée comme ça, quoi? Écoute, j'ai vu un trou noir, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le tapis. À ce moment, quand j'ai compris qu'il m'avait mis par terre, ça a duré une fraction de seconde. Hein. Ouais, j'ai essayé de me relever, mon bras il a dérapé. Et à ce moment-là, j'ai compris, j'ai dit, écoute-moi bien. Et je dis, je vais pas te lâcher. Et à ce moment-là, je me suis relevé direct. J'ai regardé l'arbitre. Et j'ai dit, arrête de compter. J'ai monté mes mains. Je dis, je vais y aller là. Tu vois? Donc, non, il n'y a pas de. En fait, comme je t'ai dit, tu vois, à l'époque, mon entraîneur, il avait juste à me montrer une cible. Ouais. Et je comprenais tout de suite. Et là, en fait, ce truc-là, il était déjà en moi, en fait. Il était en moi. C'est-à-dire que ma cible, elle venait de me toucher. Mais je me suis relevé et je vais repartir. Parce que tu restes toujours ma cible, en fait. Tu restes toujours mon objectif. Ouais. Donc, il n'y avait même pas de place pour le doute. J'ai même pas dit, oh, faut que je tourne, ça va être chaud. Ah non. Je me suis relevé avec une rage et j'ai dit, waouh, mais alors toi, t'aurais jamais dû faire ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et bon. Après, c'était de bonne guerre, hein, voilà. Non, mais c'est du combat, hein, de toute façon. Donc, oui, non, mais c'est clair. Après, Ali, c'est par la suite des événements, c'est devenu un ami même. La même année, j'ai été en équipe de France. On a été ensemble et on était au Krebs de Vichy. Je me rappelle super bien. Et lui, il vit à Vichy. D'accord. Il voulait pas me laisser dans le Krebs. Il m'a dit, toi, tu manges pas ici, tu restes pas là, tu viens juste ici pour dormir. Il m'a ramené dans toute la ville. Il m'a ramené au casino, il m'a ramené dans les restos. Non. Et après, franchement, mais c'est vraiment. Après, c'est un mec, il est vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. Tu vois. On est vraiment devenus amis. C'est marrant, quoi. Ah, c'est marrant, marrant. Ça peut créer une vraie relation, parce que c'est une expérience qu'au final que vous vivez à deux, tu vois. Bien sûr. Et ça crée un lien. Puis, il y en a plusieurs comme ça, hein, dans l'histoire des sports de combat, qui avaient une grosse adversité, tu vois, c'était les deux ennemis, et puis une fois que tout est fini, c'est devenu les meilleurs amis du monde. C'est ça, c'est devenu des potes, et ça arrive assez souvent, quoi. Comment tu te préparais pour un combat? À quoi ça ressemble ta préparation? Je sais pas, est-ce qu'il y avait une différence entre à l'époque avec Richard et après tout seul? Comment ça se passait un peu les entraînements et les étapes pour se préparer pour un combat? Alors, moi, en fait, j'ai pris conscience très tôt des bienfaits de l'altitude. Voilà. Okay. Donc, 2 fois dans l'année, j'allais me faire un entraînement en altitude de 2 semaines. D'accord. Voilà, j'allais à Val Thorens, c'est la maison là-bas, c'est vraiment... Et j'y allais 2 fois dans l'année. Tu boxais là-bas ou tu faisais que du physique, ou je faisais beaucoup de physique là-bas, parce qu'ils ont une salle, mais en fait comme j'avais pas de sparring, ils avaient un petit sac de frappe, donc je pouvais faire que des fractionnés là-bas, mais c'était beaucoup de physique. Après c'était quoi le physique que tu faisais? C'était des fois, généralement en fait, ce qui se passe le matin, généralement ce que je faisais, c'était que je remontais les pistes dans le sens inverse. Voilà, donc je montais à 2000, 3000, 2003, Val Thorens c'est à 2003. Moi je montais jusqu'à peu près 2008, 3000. En marchant parce qu'en courant, ça va être compliqué. Donc tous les matins je montais, et après être monté, j'allais, ils ont un espèce de centre sportif avec spa, jacuzzi, hammam et tout. Donc je faisais une petite récup là-bas. Et après, l'après-midi, je faisais du spécifique, donc soit du fractionné, ils ont un grand hangar avec 3 terrains de hand. Super grand. Donc je faisais du spécifique. Après, j'avais une salle ils ont la salle de muscul. Donc, après mon spécifique, je faisais de la muscul. C'était quoi exactement? C'était des fractionnés, donc soit des suicides, soit
Je courais sur toute la longueur du terrain, je revenais sur toute la largeur en marchant. Suicide, déjà, tu peux réexpliquer ce que c'est? Suicide, c'est quand tu pars d'un point A. Ouais. T'as un plot, donc tu cours à un point A qui se trouve à peu près à 5 mètres, on va dire, et tu reviens à ton point de départ. Tu recours à 10 mètres et tu reviens à ton point de départ. Tu recours à 15 mètres et tu reviens à ton point de départ. D'accord. Voilà, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que... Après, ça dépend, tu mets 3-4 niveaux. Moi, je mettais que 3-4 niveaux et je me faisais... Tu refais ça en boucle et après... je me faisais... Voilà, après, il faut l'adapter. C'est-à-dire que moi, mes rounds, ils étaient sur 2 minutes, donc je prenais sur 2 minutes. J'avais un temps de récupération qui était proportionnel à mon temps de travail. Ouais. Et après, je recommençais. Et, voilà, j'essayais et je respectais aussi mes rounds. C'est-à-dire que si je boxais sur 5 rounds, je faisais mon spécifique sur 5-6 rounds, voire plus, 6-7 rounds, pour être un petit peu large. Un petit peu large. Et plus les séances elles avançaient, et à la fin de mon séjour, en fait, j'arrivais à mes 5 rounds à faire mon suicide sur mon temps réel de boxe. Combat, ouais. Voilà, de combat. Et après, donc, tu dis que tu faisais de la musculation. Je faisais de la muscule, jambes. Ou avec non, il y a une belle salle de muscule, donc avec des poids et tout. Après, ça dépend. Je travaillais des fois l'explosivité, des fois c'était un peu la masse. Ça dépend. Et l'avantage, c'est que comme je faisais tout le temps du sauna et le jacuzzi, ma récupération, elle était super rapide. C'est-à-dire que le lendemain, j'arrivais à refournir le même effort, voire même plus, tellement la récup elle était top. Et en plus je pensais pas à autre chose, c'est à dire que là-bas vraiment je faisais vraiment l'ermite, c'est à dire que les gens ils faisaient la teuf, les Hollandais et tout. Moi je me voyais avec mon sac, j'allais au sport et les gens me disaient mais pourquoi tu skis pas? Je dis non, je suis pas là pour ça. Moi je suis pas là pour si vous êtes là pour skier, vous c'est votre problème. Moi j'ai un autre objectif quoi. Et je dis j'allais à la montagne tout seul, vraiment tout seul. Pareil, tu vois, ça c'est des trucs, je t'ai dit vraiment, j'ai vécu pas mal de choses tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait pas peur, quoi. Ça me fait pas peur. Et même j'encourage les gens à se lancer des fois des petits défis comme ça. Parce que tu seras jamais... les gens ne seront pas toujours là pour toi, quoi. Tu vois, donc il faut que tu arrives déjà à être en accord avec toi-même avant d'être en accord avec les autres, tu vois. Mais ça, c'est un truc, tu vois, que pas mal de gens ont du mal... Alors moi, je sais pas si c'est parce que je suis fils unique ou pas, mais j'ai toujours eu cette capacité aussi à faire les choses tout seul. M'entraîner tout seul, ça m'a jamais demandé d'effort. L'autre fois, je parlais... c'était l'année dernière, j'étais parti m'entraîner en Californie chez pour un camp de MMA qui m'a donné d'ailleurs l'idée de faire mon propre camp ici, il y a plusieurs années. Et donc, j'y vais là-bas, c'est 5 jours, tu vois, mais je pars une semaine tout seul, tu vois, complètement tout seul. Et je parlais de ça avec... Fouad Esbiri. Et lui, il me disait mais t'es un ouf, moi jamais, je peux pas. Il dit je peux pas partir tout seul. Ah, faut respecter ça, faut respecter. Si lui, il arrive pas à partir tout seul, tu vois, Mais c'est vrai que c'est pas un truc naturel et c'est un truc qui est difficile pour beaucoup de gens. C'est t'as l'impression d'être hors norme en fait, t'es anticonformiste. C'est ça, le mec, il est pas normal. Si t'as un objectif en tête, à la limite, parfois, alors oui, c'est plus agréable, mais à la limite, parfois, si t'as du monde avec toi, ils vont te distraire. Exactement, ils vont même ça va être plus dur, quoi. Ouais, complètement. Donc... Faut que t'attendes l'autre, parce que t'as prévu un réveil à 6h, et l'autre à 6h, il est encore dans le lit. À l'autre, faut qu'il aille aux toilettes. À l'autre, faut qu'il aille... mon pote, moi, je suis tout seul, laisse-moi faire mon truc. Et je dois rien à personne, et puis voilà, quoi. Donc ouais, t'avais cette partie-là où t'allais faire à Val Thorens ta prépa physique. Ouais, j'avais cette partie-là. Après, je m'entraînais aussi avec les frères Zankifo aussi, qui à un moment donné... moi, quand j'ai fini avec mon ancien entraîneur, tout de suite, j'étais avec eux aussi, tu vois. D'accord. Mais j'ai passé des années avec lui. On avait formé une espèce de dream team avec Aurélien Duarte. Ah, j'ai fait un podcast avec Aurélien, super sympa. Et on devait former une dream team. Enoch, Aurélien... il y avait Florent, il y avait Venceslas Silla, le petit-fils à Richard Silla aussi. Voilà, on était une vraie petite team, une vraie petite famille et voilà, on s'entraînait comme des dingues, quoi. Et Aurélien, il a pas fait de savate, non, si Aurélien, il a pas fait de savate, mais il aurait pu, et il s'est beaucoup entraîné avec c'est Alain qui l'entraînait, qui le préparait. Donc Alain, c'est un mec qui est issu de la boxe française aussi. Et dans sa pédagogie, si tu veux,
t'es obligé d'avoir des notions, enfin il était obligé d'y inclure des notions de boxe française parce que c'est dans son ADN à lui aussi. Et voilà, mais après Aurélien c'est quelqu'un, même quand il boxe il est très très... Il se déplace quoi, tu vois, il bouge, c'est pas un mec qui reste sur place et qui est trop dans le rapport de force aussi, donc voilà, c'est un bon boxeur aussi. Ah ouais, c'est un excellent boxeur. Mais d'ailleurs, enfin vous avez pas vraiment le même style, mais lui il a une facilité au niveau des jambes. Au niveau des jambes, moi complètement. Toi t'as quand même aussi une facilité au niveau des jambes, tu vois. Est-ce que tu travailles, t'as une manière de travail spéciale, est-ce que c'était simplement plutôt vraiment un don naturel, ou est-ce que tu travailles ta souplesse, tes coups de pied d'une certaine manière pour avoir cette facilité au niveau des jambes? Alors, au niveau des jambes, moi, mon entraîneur de l'époque, là, Gérard, Gérard Bogno, Gérard. Et si tu veux, il nous faisait beaucoup travailler l'explosivité. Donc, on faisait beaucoup de pliométrie. D'accord. Et c'est vrai qu'avec la pliométrie, j'ai des jambes qui n'ont jamais grossi. Hein. J'arrive pas à grossir des cuisses. Mais par contre... C'est les ressorts. C'est un fouet. Ouais. Ah ouais, franchement, mes jambes, même moi, des fois, quand elles partaient, je dis, oh là là. J'attends, c'est ma jambe, ça, qui... Ah ouais, non, c'était sec et ça allait vite. Hein. Des fois, enfin, et du coup, j'ai gardé ce truc-là, c'est-à-dire que, voilà, quand je prépare des combats en fonction de la date à laquelle c'est, je fais de la pliométrie pour retrouver, si tu veux, cette explosivité au niveau des jambes. Et après c'est de la boxe, quoi. Après, la souplesse, tu la travailles ou pas? Ça va de pair en fait. C'est-à-dire que quand je fais ici, j'ai toujours une partie stretching. Je fais pas que de la muscule ou de la pliométrie et je rentre chez moi comme ça. Non, je fais du stretching, donc forcément la souplesse ça vient avec, quoi. Tu fais quoi comme stretching, des étirements, des trucs classiques, hein, étirements, quadriceps, ischio, écart de jambes. Jamais fait le grand écart, mais bon. D'accord, mais tu passes beaucoup de temps dessus ou c'est assez bref? Non, ça va, je prends quand même un petit quart d'heure, quand même, tranquille. Hein. Généralement, je le fais en fin de séance, histoire de récupérer, vraiment détente, quoi. D'accord. Vraiment détente, Et en plio, ta séance de plio, elle dure combien de temps? Ça dépend de ce que je fais, mais ça dure généralement entre 30 et 45 minutes. Entre 30 et 45 minutes. 30-45 minutes de plio, c'est quand même c'est dur. Ah non, mais par contre, moi, quand je fais une séance de plio, après, tu rigoles. Hein. Tu rigoles. Hein. Tu me vois marcher, ouais. Mais d'ailleurs, j'ai mon club maintenant, là, depuis 4 ans, 4 ans, 5 ans, là, en étant de 5e année. Et quand je leur fais de la pliométrie, il y en a qui me téléphonent. Il y en a une fois qui me dit, elle m'appelle une semaine après. Elle me dit, Ibrahim, je pourrais pas venir à l'entraînement, je vais chez le médecin. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je crois que je me suis cassé l'os du fémur. Je dis, mais quoi? Je dis, mais comment tu t'es fait ça? Et du coup, moi, je m'inquiète, je dis, mais comment tu t'es fait ça? Elle me dit, écoute, je sais pas, j'ai pas osé te dire, mais depuis la séance de la dernière fois, donc on avait fait une séance de pliométrie, depuis la séance de la dernière fois, en fait, j'ai mal à l'intérieur de la cuisse, et là, j'explose de rire. Je dis, mais t'es sérieux? Je dis, en fait, c'est normal, c'est tombé. Elle me dit, non, mais Ibrahim, ça fait une semaine, c'est grave, là, il faut que j'aille aux urgences. Je dis, mais non, mais c'est tout à fait normal. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après une séance de pliométrie, si tu restes à rien faire, si tu ne marches pas, si tu t'hydrates pas correctement, en fait, la douleur, elle peut durer 2 semaines. Elle peut durer super longtemps. Et les gens n'ont pas compris ça. Eux pensent que, en fait, même après une séance de muscule ou après une séance de pliométrie, il faut que tu restes allongé pour récupérer. C'est pas vrai. Tu récupères quand ton muscle est actif parce qu'il faut que tu fasses circuler le sang et pour éliminer les toxines et enfin ainsi de suite, quoi. Tu vois. Le sauna, ça marche bien aussi. Et pour le coup, le sauna, moi, pour le coup, en altitude, c'est pour ça que je te dis, en altitude, je récupérais super vite parce que même quand je faisais des grosses marches, je marchais peut-être un peu plus de 2 heures, 3 heures. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Non, je monte. Et attention, hein, c'est des montées, mais c'était chaud. Moi, j'ai fait des raquettes, juste pas beaucoup, mais quelques fois dans ma vie. Et ça... tu montes en raquette, je peux te dire que tes jambes, tu les sens. Tu les sens. Ouais. Eh ben, crois-moi que quand je faisais mon sauna et mon petit jacuzzi après pour récupérer une petite demi-heure, 3 quarts d'heure, l'après-midi, c'est comme si j'avais rien fait. Et des fois, je me posais même des questions. Je dis, mais attends,
ce matin, j'ai rien fait ou quoi? Pourquoi j'ai pas mal ou... Ouais. Non, en fait, non, c'est parce qu'en fait, le rapport travail et récupération a été super, le timing était super bon en fait. Ouais. Donc j'arrivais à refournir un effort l'après-midi, le lendemain, et c'était vraiment, vraiment bon format quoi. Mais en plus, c'est étudié. Alors, je sais pas exactement comment ça s'appelle en français, mais en anglais, le sauna, ça crée ce qu'ils appellent des heat shock proteins. Donc, c'est des protéines qui réagissent à la chaleur et qui sont hyper bénéfiques, en fait, justement, pour ton corps, la régénération cellulaire, tout ça. Et il y a ça, et il y a le froid. Donc, en même temps, tu étais aussi dans un environnement froid. Donc, tu avais le bénéfice des deux, des tu deux, vois. exactement. Et je pense que c'est un peu la formule, on va pas dire magique, mais idéale, en tout cas, pour avoir une super récupération. Ouais. Ok, donc plio, quand même 30-45 minutes de plio, c'est... Ouais, 30-45 minutes, mais après, pareil, ça, quand je faisais ma plio, ça, même quand je la faisais ici, je restais quand même actif, donc au lieu de mettre une semaine à récupérer, je mettais 2-3 jours à récupérer, et du coup, je pouvais retravailler... et transformer le travail justement de la pliométrie en vraiment un travail spécifique boxe et du coup là pour le coup j'étais vraiment explosif quoi avec les jambes quoi. Donc voilà, après j'ai eu ma phase aussi où j'aimais bien l'anglaise aussi tu vois, donc je me suis un peu focus en anglaise. D'ailleurs j'avais à un moment donné signé à Levallois mais il voulait que j'arrête le pied-point en fait. D'accord, tu te spécialises à fond. Ouais, donc j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, j'aimais bien les deux. T'as fait quand même des combats en anglaise ou pas du tout? Ouais, j'ai fait un trophée Norbert et Cassis. Après, j'ai fait les championnats Île-de-France amateur. J'ai gagné quand j'ai été qualifié pour les championnats de France. On était 2 de Levallois être dans la même catégorie. Et du coup, on devait se rencontrer. Donc on s'est assis avec l'entraîneur, avec le mec contre qui je devais boxer. Et on s'est dit, déjà, ce serait stupide de se boxer l'un l'autre. Il fallait qu'il y en ait un qui passe et un qui cède sa place, quoi. D'accord. Et moi, là, cette année-là, j'étais en finale du championnat de France. C'était en 2005, j'étais en finale du championnat de France de boxe française. Ouais. Donc, si je perdais d'un côté, je perdais pas de l'autre, tu vois. Donc, je lui ai dit, vas-y, en plus, tu es plus légitime que moi, ça fait plus longtemps que tu es là. Moi j'arrive même si j'ai des aptitudes mais bon voilà c'est pas ma discipline en soi tu vois, donc je l'ai laissé passer lui et moi j'ai fait forfait, je suis resté en boxe française. Mais ça t'a apporté de faire de l'anglaise? Après en 2012 j'ai été concourir pour le Mali et au Maroc et j'étais à un combat des Jeux Olympiques à Londres en anglaise. En anglaise j'ai failli faire les Jeux Olympiques à Londres mais je me suis fait voler comme un malpropre. En anglais, c'était... en fait, à la pesée, j'ai un ami, j'étais avec Mohamed Diaby et Pali Dembélé de Aulnay, de Blainmesnil. Et si tu veux, tu sais, t'as pas le droit d'avoir même une petite barbichette en boxe anglaise, tu vois, parce que ils estiment que si tu dois te recoudre suite à une blessure, et il faut pas que t'aies de poils, en fait, au niveau de la barbe ou quoi, tu vois. Et j'avais un ami qui avait un petit peu... Pali qui avait un peu de barbe, donc ils lui ont dit tiens, toi tu boxes pas, t'es forfait. Et nous on s'est battu, on lui a dit mais on est parti, on s'est pris la tête avec le président à l'époque pour qu'il puisse boxer. On a sorti le rasoir, on a dit regarde, ça y est, il a plus de barbe. Raser, c'est bon, ça va prendre 2 minutes. Non, il a dit non, tu boxes pas. Je t'ai dit tu boxes pas. Il dit mais regarde, et il a rasé devant lui, il a dit ça y est, j'ai plus rien. Il m'a regardé dans les yeux, il a regardé mon pote et il a dit ok, allez-y boxer. Donc du coup lui il boxe, premier tour il prend le seul africain qui a fait une médaille au jeu. Le mec il était pas spécialement fort mais au niveau du score et machine t'as pas compris l'écart quoi. Un truc comme 25 à je sais pas combien, un truc dérisoire. Bon déjà lui ils l'ont fait perdre. Moi je boxe un Nigérian. Premier round, le mec a 5-3 pour lui, alors je comprends pas. Je comprends pas parce que je touche plus. Deuxième round, 8-7 pour lui. Je dis, mais c'est pas possible. Et là, troisième round, mon coach il me dit, Brahim, vas-y, là, faut que tu le mettes KO parce que là, ça sent mauvais, quoi. Ça sent l'arnaque. Et là, troisième round, mais je le charge, mais comme pas possible. Le mec, il m'accroche. Je lui dis, mais lâche-moi, il tombe par terre. L'arbitre, il me dit, arrête, t'as pas le droit de pousser. Je dis, mais vous voyez bien que c'est lui qui m'accroche, mettez-lui une sanction, tu vois.
Et là, je le charge, boum, j'arrive à le mettre KO. Le mec, il se fait compter. Ah, je dis, alors là, tu peux pas dire que je perds. Là, je l'ai tellement chargé, le mec, il titubait, il n'arrivait plus à tenir debout. Donc, il restait 10 secondes avant la fin, tu vois, donc sauvé par le gong. Et là, je dis, allez, hop. Et là, c'était ce combat-là qui me qualifiait pour Londres, en fait. Parce qu'il prenait les 4 premiers. Ouais. Et du coup, je rentrais dans la sphère des 4 premiers, en fait. Et là, j'arrive au milieu et j'attends à ce qu'il lève ma main. Boum, il lève la main de l'autre. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et j'ai rigolé, tu vois, j'ai eu un rectus, parce que voilà, j'ai compris le truc. Le mec, il a couru, il est descendu du ring, il a couru, il est rentré dans les vestiaires. Moi, au début, je comprends pas, je reste un peu sur le ring. Bon, après, je descends, et bon, je cherche à comprendre après, parce que, bon, ah ben, monsieur, si vous vouliez faire réclamation, il fallait le faire tout de suite. Dès que le combat de suivant il a été lancé, vous pouvez plus faire de réclamation. Ah, et là, c'est là que j'ai compris pourquoi le mec avait couru et qu'il était descendu et qu'il était parti rapidement du ring. Et que, tu vois, moi, j'ai eu un temps... Pas faire de réclamation. Voilà, je puisse pas, voilà. Et du coup, en plus, il fallait que j'ai $500 tout de suite pour qu'ils arrêtent et qu'ils refassent un visionnage vidéo. Donc là, j'ai dit, allez, Londres me ferme les portes. Boum, allez, hop. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pas pu faire les JO. Un combat, j'étais aux Jeux Olympiques à Londres. C'est rageant. Ah non, mais c'est super rageant. En plus, quand c'est malheureux, ça arrive tellement, en fait, trop souvent, quoi, tu vois, des histoires comme ça. Et t'as des combats même ultra médiatisés, des fois, où il y a un vol caractérisé, quoi. Tu vois, le truc, tu comprends pas. Il y avait, je me rappelle, je crois que c'était le premier combat, je crois, de Pacquiao contre Bradley. Où Pacquiao il perd, alors que, personne avait, presque il avait remporté tous les rounds Pacquiao et ils avaient donné Bradley gagnant, je crois. Il me semble que c'était ça, si je me trompe pas. Mais des fois, t'as des combats. Tu dis, mais qu'est-ce que vous avez regardé le combat ou... Non, mais tu te poses des questions. Des fois, t'as qu'à voir juste, mais pareil, hein. Paix à son âme, Vastine. Il s'est fait voler, mais combien de fois il s'est fait voler? Il en faisait des crises. Moi, ce qui m'embête, moi, dans ces trucs-là, c'est que ils se rendent pas compte des sacrifices, ils savent pas, t'as l'impression qu'ils savent pas ce que c'est. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est dingue, le mec il a dû peut-être laisser sa famille, il a pas été faire certaines choses pour pouvoir se préparer et être là aujourd'hui. Et toi en fait t'appuies sur un bouton et tu le mets sur siège électable en fait, et tu le parachutes dans les airs, mais sans parachute. C'est ça. En chute libre le mec il est, tu vois, et même moi, tu vois, dans ma carrière, je me suis fait voler à des fois, mais à rager, et là, tu dis, mais en fait, t'es assis derrière ton truc, tu juges, mais en fait, t'es même pas objectif dans ton jugement, parce que là, ton jugement, en fait, il est, oh, allez, j'aime pas ta tronche, je vais pas te donner les points, quoi. Et là, franchement, sincèrement, pour l'avoir vécu plusieurs fois, là, c'est rageant. Mais c'est tellement rageant. Et tu remets beaucoup de choses en question à ce moment-là, crois-moi. Beaucoup de choses en question. Mais ça, je pense que c'est le plus dur à encaisser, c'est d'encaisser une défaite non méritée. Pas une vraie défaite, mais le résultat, c'est quand même qu'on te fait perdre alors que tu avais gagné, quoi. Ça, c'est psychologiquement, je pense que c'est le plus dur, parce que tu as le sentiment d'injustice. Et en plus, tu peux... si tu as perdu parce que toi... l'autre était meilleur que toi, ou il y a quelque chose que t'as pas bien fait, tu peux dire ok, je vais m'améliorer, machin et tout. Mais là, si t'as tout bien fait et qu'on te retire la victoire, en fait, t'as pas de mécanisme, tu vois, pour te dire je vais faire. Ou alors, il faut se dire faut gagner tous ces combats par KO. Exactement. Il y a un moment donné, moi, je montais, et c'est ce que je me disais, en fait. Je me disais, putain, on part pas pour mettre le KO à la base, mais si le combat ne peut ne pas aller jusqu'au bout, fais-le, parce que, en fait, quand tu regardes autour de toi, ceux qui vont juger, je pense pas qu'ils vont être objectifs, en fait, tu vois. C'est le problème, je sais que c'est connu aussi dans le MMA, Dana White, le président de l'UFC, il le dit tout le temps, c'est un truc qu'il disait tout le temps aux combattants, parce que lui, c'est pas les arbitres, c'est pas des gens de l'UFC, en fait, c'est les gens de la commission athlétique de l'endroit où se passe l'événement, et souvent, c'est aussi parfois des gens qui soit n'ont jamais pratiqué quoi que ce soit de leur vie. Exactement. Parfois certains qui sont des arbitres à la base de boxe anglaise qui connaissent pas, même pas des arbitres, des juges de boxe anglaise qui connaissent pas du tout le MMA et qui vont donner, qui regardent un combat de MMA, ils savent pas ce qui est en train de se passer, ils comprennent rien ce qui se passe. Et du coup, t'as des décisions qui n'ont aucun sens. Et donc c'est vrai que Dana White, il disait toujours, ne laissez pas la décision entre la main des juges, parce que
vous allez être déçus, quoi. Ah, mais Mais complètement. bon, c'est aussi, parfois, tu veux mettre le KO, mais tu... C'est en le cherchant qu'il vient pas. Hein, de toute c'est façon, ça. Mais bon, après, écoute, hein, c'est... Et alors toi, parce que tout ça, au final, c'est quand même même si c'est du haut niveau, c'est du sport amateur. Comment parce que ça te rapporte pas d'argent, je suppose, tellement. Bah en fait, t'as des sponsors un peu, comment tu vis pendant ce temps-là? Ouais, bah écoute, moi c'est vrai que bon, tu gagnes pas des masses, tu gagnes quand même de l'argent, tu vois, mais c'est pas, tu vas pas être milliardaire comme aux États-Unis, tu vois, parce que déjà proportionnellement aux États-Unis, le sportif n'a pas la même statut, le même statut exactement. Moi je sais que j'ai des potes qui vivent aux États-Unis, ils m'ont dit mais Brahim, tu viens ici, t'es milliardaire quoi, ça y est, c'est fini. Bah oui. C'est fini, tu vois, donc avec le CV que t'as, tu vas là-bas, ta vie elle est refaite quoi. Bah, clairement, ouais. Mais bon après non, mais après comme je t'ai dit, tu vois, c'est pour en faire un parallèle à ce que tu disais tout à l'heure, préparer l'après-carrière, c'est un projet, la boxe pour moi c'est un projet à long terme. Tu sais, c'est pas juste avoir des titres et puis voilà, tu sais, s'en tenir à ça. Moi, voilà, aujourd'hui je suis coach pour des particuliers, pour des chefs d'entreprise, j'ai un couturier, j'ai une RH de chez LVMH, enfin voilà quoi, et une dame de chez Microsoft aussi, enfin voilà, je fais des coachings privés, j'ai mon cours collectif, c'est ce que je voulais dire, des cours collectifs dans des clubs, j'ai mon club de boxe aussi. Ton club il est à Sarcelles? À Sarcelles, j'ai mon club de boxe à Sarcelles, je m'occupe des jeunes, des moins jeunes, voilà, j'essaye de les faire profiter des bienfaits du sport en fait. Mais quand je dis bienfaits, c'est pas que le sport en soi, c'est tous les à côté, c'est-à-dire moi mes petits ils vont faire des stages chez Reebok à Madeleine, ils vont faire des passages de grade là-bas, donc ils arrivent à Opéra, waouh, ils ont les yeux grands ouverts. On fait des sorties, donc toutes les vacances, au moins une fois dans les vacances, on va au cinéma, ils vont regarder un truc. On a été à Vivatech, on a été invité par Laurence Lafonde chez Microsoft. Enfin voilà quoi, on essaie tous les ans de faire un beau truc. Et là cette année en fait, j'ai décidé de faire, puisque j'ai ma marque aussi de vêtements, tu vois, Riles. Et en fait, je t'en parlerai un peu plus en détail si tu veux après, mais vas-y, tu peux en parler. l'idée c'est que je distribue ma marque autour des gens qui sont autour de moi. On fait des gants, on fait plein de trucs, tu vois. Et là, le truc, c'est que j'ai des clés USB en forme de gants de boxe à l'effigie de ma marque. Et chaque gamin, en fait, aura sa clé USB avec... qui va... je suis en train de faire des montages donc, de films qui va retracer leur saison 2018-2019. C'est super, ça. Donc là, par exemple, ils ont fait Coubertin, ils ont fait une démonstration à Coubertin devant 5000 personnes juste avant les finales du championnat de France Élite. Et tout ça en fait, ça va être retracé chronologiquement sur un petit film qui va durer du coup une bonne demi-heure, tu vois, et je vais faire la projection devant les parents et les gamins, et chaque gamin aura sa clé USB et dans 10 ans, s'il veut savoir ce qui s'est passé en 2018-2019 sur sa saison sportive, il remet sa clé et hop, il se rebalance son petit film. C'est génial ça, tu vois, de pouvoir revenir sur tu vois, moi, toi, peut-être t'aimerais bien revoir tes débuts, mais oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça, en fait, je suis en train de... Je répare mes erreurs à travers eux, en fait. C'est-à-dire que des choses que j'aurais voulu pour moi, je suis en train d'essayer de leur donner aujourd'hui, en fait. Par exemple, on a même eu Minotauro qui est venu du Brésil. Minotauro, il est venu faire un reportage sur mon club parce qu'il a entendu parler du travail que je faisais avec les gamins. Il a entendu parler du club qui était vraiment familial. C'est-à-dire que nous, on cherche pas à faire des champions du monde comme tu peux le trouver dans les... Moi, je veux que tu viennes chez moi, t'es bien. Mentalement, t'es bien. Tu sais que tu peux parler avec tout le monde s'entend avec tout le monde. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Tu vois. Et... tu vois, quand on sort voir un artiste, par exemple, on avait été voir Kian Kojandi puisque je l'entraîne aussi. Voir son spectacle. Mais je l'entraîne, Kian. Il est génial, j'adore. C'est un mec adorable. C'est un mec, il est vraiment génial, mais vraiment génial. Et du coup, on a été le voir. Génial, son spectacle, mais il en a fait un autre là. Il faut que j'aille le voir.
Et quand on a été le voir, on a été à 40 dans les loges le voir. Il m'a dit waouh, il dit Brahim, c'est quoi? Je t'ai dit, mon pote, nous, on a été le voir au Casino de Paris. C'était énorme. Ouais. C'était énorme. Et vraiment, tu vois, tous ces trucs-là, moi, tu sais, t'en as qui vont te dire on fait du social. Moi, je fais pas du social. Moi, je partage avec les gens. Je partage avec. Je suis pas un égoïste, tu vois. Et t'en as, ils vont avoir des trucs ils vont avoir des bonnes choses et ils pourront en faire profiter, mais ils vont pas le faire. Moi, si je peux faire profiter, je fais profiter, tu vois. Là, Minotauro, il est venu. On était halluciné sur le club. Et là, le reportage, il sort au mois de septembre aux États-Unis et au Brésil, du coup. Ouais. Et il sera visible sur Facebook, sur YouTube, tu vois. Je pense, moi, ils vont m'envoyer, je pense, un lien ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais ils vont peut-être m'inviter aussi pour la première. Enfin, on a super accroché. Et même lui, tu vois, il m'a dit, Ibrahim, tu m'as réconcilié avec la France. Il me dit, mais je pensais pas que je pouvais trouver une famille. Il me dit, je suis venu pour faire un reportage, j'ai trouvé une famille. On lui a fait des surprises, des gâteaux à son effigie. Il était là, je lui ai fait un pull Riles, parce que bon, en fait, l'histoire de Riles, c'est Tupac qui disait, moi j'adore Tupac, tu vois, D'ailleurs, en 2005, j'étais monté en mode Tupac sur le ring à Coubertin, c'était laisse tomber. Mais Tupac, il disait, The realest people don't have a lot of friends. Ouais. Et moi, ça résume un peu qui je suis, ça résume un peu tout ce que, ma vie, quoi. Et en français, donc c'est les gens vrais, les plus vrais, les vrais, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, en fait, voilà, c'est ça, excuse-moi. Et pour le coup, moi, j'avais toujours eu des t-shirts avec, tu sais, des petits messages et tout, mais si tu veux, il me fallait une marque généraliste, en fait, une marque qui englobe tout ça. Et Riles, ça me semblait... C'était vraiment le truc qu'il fallait, quoi. Donc pour le coup, j'ai monté le truc. Et là, ça a fait effet boule de neige parce que j'ai mis Riles, mais pour en fait que les gens comprennent, j'ai rajouté pour les vrais. Ouais. Et les gens, en fait, ils me disent, mais attends, Ibrahim, lui, il a un t-shirt pour les vrais, ça veut dire que moi, je suis pas un vrai? Je dis, si. Il me dit, alors ramène-moi le t-shirt, moi aussi, je le veux, je l'achète. Ouais, moi aussi, je suis un vrai. Moi aussi, je suis un vrai. Non, mais complètement, même encore aujourd'hui, on me le sort. Et du coup... effet boule de neige, le truc, mais là, il commence à grossir et mais là, en fait, tu te rends compte que beaucoup de gens se sentent vrais, tu vois. Après, moi, comme je dis, c'est pas... ça prend comme ça prend, tu vois. J'ai pas la prétention de dire que demain, je vais être ça va être une grosse marque. Mais par contre, tu sais que celui qui porte ça, celui qui porte Riles, tu sais qu'il y a mon empreinte, quelque part et il est validé. C'est un vrai. Ouais. Et comme il dit... La phrase, elle résume. The realest people don't have a lot of friends. Les vrais, il n'y en a pas beaucoup. Donc, la philosophie, si tu veux, la distribution de la marque respecte la philosophie. Tu vois ce que je veux dire? Faut adhérer à l'idée derrière la marque. Exactement. Et déjà, à la base, quand j'ai commencé à la distribuer, je voulais même pas que les gens sachent que c'est moi derrière parce que je voulais qu'ils s'attachent plus au message de la marque plutôt qu'à celui qui l'a créé, en fait. Ouais. Tu vois, on sait pas qui il y a forcément derrière les grosses marques qu'on porte aujourd'hui, tu vois, je vais pas les citer, mais on sait pas qui il y a derrière, tu vois, et t'as pas besoin de savoir, en fait, tu portes le truc, tu vois, et mais bon, après, moi, t'en as qui adhèrent pas, nous, on a un problème ici, c'est qu'on a du mal à supporter, en fait, quelqu'un qui entreprend. Ouais, donc c'est pour ça... C'est malheureusement... Tu vois, ce que je pensais, ce que je voulais te dire, c'est que bon, souvent après, j'aime pas être dans le côté on se plaint, machin et tout, mais en France, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas évident, c'est pas dans les mentalités, c'est même malheureusement pas toujours bien vu. Tu vois, j'en parlais avec quelqu'un encore ce matin, souvent on oppose passion et business, c'est-à-dire comme si tu pouvais pas être passionné, mais faire un business de sa passion. Bien sûr. Si tu fais un business, c'est que t'es pas un passionné, tu vois. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de raison, tu peux très bien être les deux. Mais l'entrepreneuriat en France, c'est vrai que c'est un truc qui est pas facile. C'est très dur. Du coup, moi je trouve, je me disais, tiens, tu vois, quand tu me disais, je donne des cours, machin, tout ça, parce que j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un, c'est que j'expliquais à quelqu'un qui n'était pas du milieu qu'il y a beaucoup de coachs d'arts martiaux de sport de combat qui ne sont pas qui font ça en plus à côté de leur boulot. Mais en fait, il y en a très peu qui vivent vraiment de ça, tu vois. C'est une minorité, c'est-à-dire sur la quantité de tous les profs d'arts martiaux de sport de combat de France, c'est une partie infime vraiment de personnes qui arrivent à en vivre. En fait. Il y en a peut-être qui veulent pas, c'est-à-dire que mais il y en a beaucoup peut-être qui voudraient mais qui savent pas ou qui peuvent pas, c'est pas évident. Bien sûr. Après moi, tu sais, à côté de ça aussi, bon, tu sais, je suis un acharné du boulot, moi, tu vois, donc
à côté de ça, moi, je suis aussi prof de sport, donc éducateur sportif à la ville de Sarcelles. C'est-à-dire que moi, le matin et l'après-midi, je suis avec les gamins dans les écoles en train de leur faire du sport, quoi, tu vois. Donc je les ai sur un trimestre et on choisit une activité, enfin ils ont choisi une activité qui peut être la boxe ou le handball ou peu importe. Et moi je les ai sur cette activité-là. Et c'est les coachings, mes cours collectifs et tout ça, c'est en plus de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs c'est ce qui me permet aussi de pouvoir entreprendre, si tu veux, parce que sinon j'arriverais pas donc ça te fait une base quand même. Voilà, ouais, c'est pas un plein temps, non? Si c'est un plein temps. Si, c'est un plein temps, sauf que je suis sur les horaires du scolaire. D'accord. Donc à 16h30 16h30 je suis tranquille, quoi. D'accord. Tu vois, 16h30 17h je suis tranquille. Donc tu vois, même toi encore t'arrives pas à être est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est un projet pour toi peut-être d'un jour éventuellement d'arrêter ça, ou alors simplement t'aimes ça aussi, le boulot d'éducateur, ou est-ce que t'aimerais pouvoir sinon vivre à 100% de tes cours, de tes coachings, peut-être de ta marque? Est-ce que c'est... Alors en fait moi je suis un petit peu sur tous les fronts, mais je fais que ce que j'aime. Ça veut dire que me demander de lâcher un truc pour accorder un peu plus de temps de travail à autre chose que je suis déjà en train de faire, je sais pas si j'y arriverai. Il faudrait que je trouve faudrait qu'à un moment donné, de toute façon ça fait un petit moment que ça dure, mais si tu veux, quand je vois par exemple mon boulot avec les gamins dans les écoles, quand tu vois ce que tu leur donnes, quand tu vois la magie dans leurs yeux, parce que déjà tu regardes, ils se disent waouh, déjà un champion du monde il est encore avec nous à Sarcelles et il nous donne des cours et c'est notre prof de sport. Déjà ils se disent waouh. Mais après quand tu vois mais le sport, mais tu veux apprendre à connaître quelqu'un, tu veux l'éduquer. Mais il n'y a pas mieux que le sport en fait. Il n'y a pas mieux que le sport. Tu le mets derrière une table, tu le mets derrière une table avec un crayon et tu cherches à faire son éducation comme ça. Non, un gamin il va apprendre quand c'est ludique, un gamin il va apprendre quand il va jouer. Avec le jeu, tu lui apprends les règles de vie, tu lui apprends les règles. Et de vie en société même, tu vois. À travers le sport, t'as plein de trucs et de règles. Et du coup, moi, quand je vois ce que j'arrive à transmettre avec le sport, je me dis en fait, ce serait égoïste de ma part de partir pour des raisons personnelles, pour des projets perso, et laisser derrière les gamins ne rien leur apporter en fait. Parce que voilà, j'ai mon savoir, tu vois, j'ai mon savoir, j'ai ma pédagogie, et je peux pas partir avec et ne rien leur donner. Et après, t'as quand même ton club à Sarcelles. J'ai mon club, mais... Tu peux aussi, par le biais de ton club, leur apporter... Alors, tu t'en toucherais sans doute moins, peut-être, ou il y en a qui te connaîtraient pas, et donc tu croiserais pas leur parcours, mais tu pourrais aussi te dire, je vais réussir à toucher... tous ces enfants à travers mon club de Sarcelles, tu vois. Le club seulement, il suffit pas. Après, attention, quand je dis on est blindé, on est, des fois, 60 gamins par cours, quoi. On est full. Full. Mais il y a ce côté-là qui est que la plupart des gens, déjà, me connaissent parce que je travaille avec leurs enfants dans les écoles. Donc les parents, quand les enfants rentrent, ils disent « Maman, je veux faire du sport avec Brahim. » Mais c'est qui Brahim? Mais c'est qui celui-là? Donc du coup, les parents, ils déboulent à l'école. Mais c'est qui ce Brahim là? C'est quoi? Ah ouais, d'accord, ok, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est plus à l'école, mais qu'est-ce qu'il fait derrière ça? Ok, il a son club de boxe. Ok, Ibrahim, tu vas à la boxe avec Ibrahim. Même si j'ai eu des enfants qui n'avaient rien à voir avec la boxe, qui savaient même pas qu'ils allaient faire de la boxe un jour dans leur vie. Juste, ils voulaient. Mais juste avec moi. Mais par contre, moi, quand ils sont avec moi, je les traite comme si c'était mes enfants. Moi, les parents, ils peuvent m'appeler. Si les enfants, ils déconnent, ils peuvent m'appeler. Enfin, ils m'appellent d'ailleurs, hein, tu vois. Et vraiment, je suis comme leur père. C'est-à-dire que je les ramène au cinéma. Et vraiment, je fais tout avec eux. On fait des sorties. On est parti à Vivatech, quand même, à la porte de Versailles. On était 40. Je sais pas si tu te rends compte. 40. Faut les gérer. Ah ouais, faut les gérer les 40, tu vois. Et les parents, ils mettent la main à la pâte. C'est vraiment. Les parents, ils jouent le jeu, tu vois. Et enfin, c'est top, tu vois. Vraiment, je peux pas lâcher un côté pour aller plus dans l'autre. Vraiment, là, tout se goupille correctement. Après, ça me fait travailler énormément. Je dors très peu. Et
il faudrait que je me calme un petit peu, tu vois. Ouais. Donc, mais voilà, après, j'ai un rythme de croisière là qui est pas mal. Sur le long terme, ça ne durera pas. Ouais. Mais tout ce que je fais, ça durera le temps que ça dure. Mais en tout cas, tu pourras dire, hey, je me souviens de telle année, j'ai passé, j'ai fait de la boxe, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et même au-delà de ça, moi, ce que je veux, c'est que ce que je leur donne, parce que j'ai reçu un petit peu, moi, avec des plus grands que moi qui venaient me chercher quand j'étais à l'école et qui me faisaient des petits plaisirs, eh ben, j'aimerais, moi, que eux, demain, ils puissent faire la même chose, à leur échelle. Hein. Je sais pas, demain, ils sont dans une entreprise qui est cotée et que t'as un gamin qui est d'une banlieue, mais forcément, il n'a pas les mêmes chances que celui qui a fait des grandes études, mais il est volontaire. Eh ben, je veux qu'ils arrivent à se dire, moi, on m'a laissé ma chance, et ben ce gamin-là, tu vois, personne n'aurait misé sur lui, moi, je veux lui laisser la chance. Ça fasse une sorte de boucle, et comme exactement. Ça, la boucle est bouclée. Quoi. La boucle est bouclée. Et, mais comme ça, j'ai fait trouver des stages à des gamins qui étaient en BEP dans des entreprises, chez LVMH, chez Microsoft. Et là, t'as les gens, quand ils arrivent comme ça, ils disent, mais comment t'as fait pour rentrer dans... T'es en BEP à Sarcelles, comment t'as fait pour rentrer dans tes... écoute, des fois, non, moi je veux même pas qu'ils... Mais ça m'intéresse même pas qu'ils disent c'est Ibrahim, hein. Moi ça m'intéresse même pas. Et juste, je dis, t'inquiète pas, juge mon travail, c'est tout. Je viens de là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais juge mon travail. Et ben là, tu vois que les petits... Moi je leur dis, je dis, vous rentrez dans telle société, mais attention. C'est ma crédibilité quand on joue, donc vous assurez. Et les petits, ils assurent. Là, j'en ai une qui a renouvelé un stage qui est en BEP. Elle a renouvelé un stage chez LVMH. Et donc là, il reconduit son stage la 2e année. Là. C'est génial. Non, mais c'est top. C'est top et c'est hyper gratifiant de pouvoir accomplir des choses comme ça. En parlant de petits, là, on a les gosses qui sont en train d'arriver pour les cours. Donc malheureusement, on va devoir s'arrêter parce que sinon, on va commencer à avoir un peu de bruit et on va les empêcher. Donc, en tout cas, c'était super cool de parler avec toi. T'as vraiment un parcours, je trouve, génial. J'aime bien, tu nous as fait vivre certains moments de ta carrière, de ta vie et ta vision et tout, que je trouvais ça vraiment, vraiment profond, tu vois. Et moi, j'aime bien, tu vois, quand on reste pas trop en surface. C'est une discussion, on va au fond des choses. Tu vois, tu nous as fait vivre des moments de ta vie en racontant les histoires, c'était vraiment super, quoi. Après, c'est comme on dit, tu vois, c'est quand c'est du vécu. Tu vois, moi, par exemple, c'est vraiment là, je te parle comme si je parlais à un ami dehors, quoi. Et c'est vraiment tout ce que j'ai vécu, quoi. Je vais pas t'inventer une vie comme il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Ils vont t'inventer une vie. Non, moi, je te parle comme j'ai vécu les choses, en fait. Après. Voilà, on aime, on n'aime pas, on adhère, on n'adhère pas. Ça, tu les vois, gens, ils vont le voir, je pense. Et de toute façon, en plus, c'est en accord avec tes valeurs, Realest, pour les vrais. Tu ne peux pas venir et pas aimer faux, tu vois, ça serait pas possible. Les fakes, c'est pas possible. Bon, écoute, merci beaucoup, Ibrahim. Merci à toi. Merci. Et puis, on se revoit de toute façon pour le camp aussi. Et puis voilà, les gens vont pouvoir découvrir ton parcours s'ils ne te connaissaient pas, quoi. Merci. Après, j'ai mon petit Instagram. Vas-y, de toute façon, on mettra tous les liens. Il y aura tous les liens et tout ça. Si tu veux un petit mot de la fin ou parler de quoi que ce soit, quelque chose que tu veux que les gens y suivent. Je suis pas. Alors, j'ai créé mon Instagram il y a 2 mois parce que j'étais partisan du vivons heureux, vivons cachés. J'ai jamais voulu c'est faire de la propagande sur les réseaux. C'est tout le monde peut le faire. Par contre, les vrais savent. Tu vois. Donc voilà. Bon, après, par la force des choses, parce qu'il y a des sponsors qui me le demandent aussi. J'ai créé mon Instagram, donc c'est Ibrahim Konaté officiel. Et j'ai aussi ma page internet www.ibrahim-konaté.com. Ça marche. Et là, t'as un petit résumé de tout ce que je fais en fait. Tout ce que tu fais. Non, après c'est bien de diffuser un peu parce que si tu veux que ta vision des choses, ton message et tout ça, il touche encore plus de monde. Le fait grâce à Internet aujourd'hui, il faut voir ça comme un moyen de toucher plus de monde tu pourrais toucher uniquement en direct, tu vois. Mais après, tu vois,
Enfin, ça peut vraiment, donner envie aux gens de venir te voir. Complètement, ça peut, tu vois. complètement. Donc, moi, je trouve que c'est un média qui est top, quoi. pour Ouais. ça. Après, ça y est, c'est bon, on m'a assez... On t'a boosté dessus. On dit, m'a vas-y, bien faut y boosté aller. dessus, donc ça y est, mais bon, voilà, ceux qui veulent me connaître, généralement, ils viennent parler avec moi. Je suis pas... Ouais. Ouh là là, je suis loin d'avoir le melon. Donc, C'est clair, ceux qui veulent me connaître, ils viennent parler avec moi, ils savent très bien, je suis accessible. Ok. On sait où me trouver, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois, y a voilà. pas de... Bah, je pense que tu auras des gens Voilà. qui vont venir te voir après Ouais, ce avec podcast. plaisir. Ouais, pas de plaisir, avec plaisir. Ça Franchement. marche. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, merci.